Bonjour à tous, on se retrouve pour nos Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal d'actualités intéressantes et un peu pour tout le monde cette semaine-ci parce qu'on a eu Nintendo qui a sorti un teaser pour la Switch 2, donc on voit à quoi elle ressemble réellement et les leaks étaient vrais. Nous avons évidemment la nouvelle RTX 5090 qui est sortie, nous avons le Galaxy S25, plutôt les Galaxy S25 qui ont été annoncés et encore plein d'autres news que vous avez dans la table des matières ou ainsi que sur la barre de dans la barre de lecture? Oui, la barre de lecture, voilà. La table des matières, j'ai dit. Non, c'est la description ou la barre de lecture, voilà. Je suis un pro. La première grosse news de la semaine et qui est vraiment massive, c'est le fait que TikTok a vraiment été banni aux États-Unis. Donc, je vous rappelle, en 2024, il y a une loi qui est passée qui disait que TikTok devrait être revendu à une entreprise américaine. Donc, ce n'était pas forcément une loi pour bannir TikTok, c'est juste qu'il forçait TikTok à être revendu. Et cette loi, du coup, avait une expiration, ou plutôt avait une deadline, donc une date limite, qui était juste avant le fait que Donald Trump devienne président. Et du coup, la date est arrivée et comme, beh, justement TikTok n'a pas été revendu ou autre, eh bien, il était banni. Donc il a disparu des App Store aux États-Unis, et les gens ne pouvaient plus utiliser l'application. Ce qui a poussé les gens à utiliser une version chinoise de Instagram, qui s'appelle Red Note, si je me souviens bien, et qui du coup, tout le monde était là-dessus. Il y a des histoires assez marrantes avec ça. Juste les gens qui découvrent une application totalement différente ou des gens qui s'amusent à apprendre le chinois. Et puis c'est assez marrant de voir que le gouvernement américain est en mode: «Oh, TikTok vous espionne, ça ne va pas et puis on va le bannir» et puis les gens sont juste en mode: «Ah, on va juste installer littéralement une application chinoise où les serveurs sont en Chine et là on va réellement se faire espionner». Donc un petit peu marrant. Mais du coup, la petite update, c'est le fait que, beh, TikTok a été débanni. Vous avez Trump qui a signé une loi dès qu'il est arrivé au pouvoir pour basiquement dire qu'il ne respecterait pas l'autre loi qui a été votée. Alors, l'autre loi est toujours en place. Et ça, c'est un détail assez important. Donc, ça veut dire que si le prochain président après Trump décide que lui, il ne veut plus que ce soit le cas, il veut plus que TikTok soit encore là, il aura juste à retirer l'ordre qui a été donné par Trump. Et comme la loi a déjà été votée, ça prendra effet tout de suite. Donc ça, il faut quand même le noter à l'heure actuelle. C'est vraiment un patch qui a été fait à la va-vite pour permettre à TikTok de continuer d'exister aux États-Unis. Ce qui est aussi étonnant parce que Trump, à l'époque, voulait bannir TikTok et avait pas mal discuté là-dessus. Donc c'est assez bizarre. Dans tous les cas, il veut quand même qu'il se passe quelque chose avec TikTok et le plan qui pourrait se faire, c'est que 50% de TikTok pourrait être revendu à quelqu'un et une des personnes qui seraient les plus citées, ce serait Elon Musk, ce qui est, voilà, à voir ce que ça donnerait. Dans tous les cas, on va voir. C'est vraiment la saga TikTok avec le drama. Pour le moment, du coup, TikTok est revenu. Le seul problème, c'est ceux qui sont sur iOS, et c'est beaucoup de personnes aux États-Unis. Il n'est toujours pas disponible sur l'App Store d'Apple, ce qui est un peu bizarre selon moi, mais bon, il doit avoir certainement une raison. Alors ici, Aurélien du futur qui est en train d'éditer la vidéo. C'est pas juste le App Store qui n'a plus l'application TikTok, mais aussi le Play Store. Et la raison pour laquelle ils ne veulent pas le remettre dessus pour le moment, c'est qu'ils ont peur de se choper des amendes. Parce que dans la loi originale, c'est prévu que si c'est gardé sur un App Store, cet App Store peut se choper des amendes. Et l'ordre présidentiel qui a été signé par Donald Trump est valable pour 75 jours. C'est-à-dire qu'après, la loi revient en place. Voilà, c'est tout. Je retourne dans le futur. Donc, les applications TikTok qui sont sur les téléphones, les iPhones qui sont déjà installées, elles refonctionnent, mais vous ne pouvez plus installer l'application depuis l'App Store si vous ne l'aviez pas. Et ça a donné des situations très étranges. Vous avez des gens qui revendent des iPhones avec l'application TikTok préinstallée pour genre des milliers de dollars, ce qui est de la folie. Mais bon, dans tous les cas, c'est la situation à l'heure actuelle. TikTok semble être revenu en partie aux États-Unis et il va falloir voir ce qui va se passer au niveau de peut-être un potentiel rachat, même si ça va être compliqué parce que ByteDance, qui est évidemment la compagnie derrière TikTok, ne veut absolument pas revendre à quelqu'un aux États-Unis ou autre chose. Ils veulent garder l'entièreté de cette entreprise, forcément. Ensuite, nous avons Samsung qui a annoncé les Galaxy S25 et dans l'annonce de S25, il y avait un petit peu de smartphone. De temps en temps, on en voyait un, mais c'était surtout des IA. Oui, donc c'est un petit peu comme la présentation de S24. Il y avait un énorme focus sur tout ce qui est fonctionnalité accélérée par IA et tout ça. Nous avons quand même des nouveautés hein, sur ces nouveaux Galaxy S25. Ils sont très similaires. La seule différence, c'est que notamment le S25 Ultra, maintenant les bords sont vraiment plats, comme les anciens iPhones.
et ils sont un peu plus arrondis. Ils ont arrondi les coins sur justement la version Ultra et ça, c'est une différence. Moi, j'ai un S24 Ultra et le truc, c'est que les coins sont parfaitement carrés. Donc c'est un angle droit. Et ça, c'est très rare sur les smartphones modernes parce que la plupart des smartphones s'amusent à arrondir les coins. Donc là, ils ont fait comme tout le monde et ils ont arrondi les coins. La batterie reste la même. Le setup photo est similaire. Il y a juste un capteur qui est passé à 50 mégapixels sur la version Ultra en tout cas. Ils sont passés à des Snapdragon 8 Elite. Donc ce sont évidemment les nouveaux Snapdragon pour smartphones qui sont basés sur la même architecture qu'ils ont introduit sur PC, pour ceux qui se souviennent. Et c'est une nouvelle architecture qui est vraiment plus puissante. Et c'est un processeur qui est d'ailleurs très puissant. Ici, ils ont d'ailleurs aussi une version overclockée. Samsung a toujours une version overclockée pour leur téléphone. Ils ont aussi amélioré le système de refroidissement des Galaxy S25 pour tirer parti justement de cette nouvelle puce qui, évidemment, chauffe un petit peu. Et puis, il y a d'autres petites nouveautés. Mais franchement, le gros de la présentation et le gros des nouveautés semble être vraiment mis sur les IA. Et il y a des trucs intéressants. Il y a le fait que maintenant, quand vous appuyez sur le bouton Power pendant un moment, vous allez avoir un assistant vocal qui arrive pendant que mon téléphone sonne, justement. Donc, comme je disais, quand vous appuyez sur le bouton Power pendant un moment, vous allez avoir un assistant qui va apparaître. Et là, c'est un petit peu bizarre parce que l'assistant, du coup, c'est Gemini de chez Google. Donc, c'est un peu comme une sorte de chat GPT au final. Donc, vous pouvez lui demander des choses comme chat GPT et il vous répondra. Mais vous avez aussi techniquement Bixby qui tourne toujours derrière et Bixby aide à faire les choses que Gemini ne sait pas faire. Donc, par exemple, contrôler directement une application. Et ça, c'était une force de Bixby, il faut le savoir. Bixby était très bon pour rajouter des événements dans les calendriers et tout ça, mais aussi changer des paramètres du téléphone, ce qui n'était pas forcément toujours le cas des autres assistants qui ne sont pas les meilleurs. Même si, évidemment, Bixby, sa grosse faiblesse, c'était la partie, justement, interaction, parler et lui demander des choses plus généralistes. Là, il était pas très bon. Donc, Gemini remplace justement cette partie-là, et donc là, vous avez le meilleur des deux mondes, selon moi. Vous avez un smartphone qui devrait être réellement intelligent avec un vrai assistant cette fois-ci. Mais bon, à part ça, pour moi, les autres nouveautés, c'était pas, voilà, c'était pas les plus intéressants. Il y avait des trucs aussi qui étaient bizarres, genre quand vous utilisez le bouton Home pour faire une recherche Google, ça c'est très pratique par contre. Vous appuyez sur le bouton Home, c'est disponible aussi sur les Pixel Phone. Vous appuyez sur le bouton Home un petit moment et après vous pouvez sélectionner du texte ou entourer des images et ça recherche automatiquement. Très pratique. Bien maintenant, vous pourrez carrément faire des sélections avec l'IA. Donc si vous avez du mal à sélectionner avec votre doigt, vous pouvez lui dire hey, c'est quoi le chat là à l'écran? Ok. Peut-être pas le plus pratique, on va être honnête. Il y a aussi eu des downgrades, notamment sur la version S25 Ultra, qu'on peut voir ici avec les bords très plats. J'aime assez bien en réalité les bords plats, mais le fait que les bords soient arrondis, je suis pas le plus grand fan non plus. Le S Pen, qui n'est pas forcément la fonctionnalité la plus utilisée de tout le monde, mais le S Pen avait le support du Bluetooth, ça veut dire que vous pouviez prendre des photos à distance. Si vous posiez votre téléphone sur une table, vous pouviez aller à distance et utiliser le S Pen pour prendre une photo. Il n'y a plus le Bluetooth sur cette version-là. Ils ont dit qu'apparemment, la plupart des gens ne l'utilisaient pas. Je dois bien avouer que je n'utilise pas cette fonctionnalité-là. Et donc, ils l'ont enlevé. Donc, un petit peu une downgrade sur certains points. Et puis, nous avons évidemment l'arrivée de One UI 7 qui introduit une grande partie de ces nouveautés au niveau IA. Mais beaucoup de ces nouveautés au niveau IA, et surtout les plus intéressantes, c'est Google. C'est vraiment c'est des trucs qui sont faits par Google avec Gemini. Et du coup, la question que je me pose, c'est à ce moment-là, pourquoi pas juste prendre un Pixel Phone qui certainement sera encore meilleur pour exploiter ces nouveautés? Voilà, je dois bien avouer que je suis pas, mais pas du tout impressionné par cette nouvelle génération. Ils ont teasé aussi un truc. C'est ce téléphone-là que vous pouvez voir qui est ultra fin et c'est le nouveau Galaxy S25 Edge qui est assez marrant parce que la dernière fois qu'on avait un S Edge, c'était le S7 Edge, il me semble. Peut-être le S8 avait une version Edge. Non, c'était le S7. Et c'était les premiers téléphones avec les bords arrondis sur le côté. Sauf que là, ça n'a rien à voir avec le bord arrondi sur le côté. C'est juste un Samsung ultra fin. Donc ça, c'était des rumeurs qu'on avait eues avec les iPhones, que Apple allait peut-être annoncer un téléphone ultra fin. Et au final, c'est Samsung qui le fait. Donc, personnellement, je suis pas convaincu par ce genre de choses. Je vois pas trop l'intérêt. À quoi ça sert d'avoir un smartphone ultra fin? Oui, certaines personnes vont préférer, mais
Voilà, je pense que les gens qui préfèrent quelque chose de plus petit, c'est surtout en taille, pas forcément en épaisseur. Après, oui, ça fera plus moderne, mais bon, va certainement sacrifier la batterie. Et ça, c'est un problème. À part s'ils utilisent une nouvelle technologie de batterie qui est plus compacte, ce qui est peu probable, oui, ça va coûter quelque chose quelque part. Et perdre en batterie, je suis pas sûr que ça vaille la peine pour être un peu plus fin derrière. Ensuite, nous avons Nintendo qui a sorti une première vidéo de teasing de la Switch 2. Et comme vous pouvez voir, donc là, on voit la Switch 1 qui grandit, donc c'est la Switch 2. Et on commence par voir ce qui est nouveau sur le design extérieur, notamment le fait que nous avons un nouveau port USB Type-C qui va être au-dessus. Voilà, c'est sûr. Bon, ça, c'est le premier qui est en dessous. Là, on en a un au-dessus maintenant, donc vous pourrez utiliser un câble de chaque côté. Ils ont un petit peu amélioré le design. Le kickstand est bien meilleur, par contre. Regardez ça. Genre, il semble être réglable déjà. Selon l'angle que vous voulez, il va beaucoup plus plat. Et il sera beaucoup plus solide que la première Switch. Donc ça, c'est un gros point positif. Même si la Switch OLED avait déjà aussi une bonne amélioration. Ensuite, c'est les Joy-Con qui ont changé. Ils sont plus gros, comme vous pouvez voir. Alors, par défaut, l'accent de couleur, ou en tout cas la couleur de sortie, à mon avis, ce sera cette couleur sombre, un gris sombre plutôt noir. Mais les accents de couleur seront rajoutés derrière les joysticks. Apparemment, ces joysticks pourraient utiliser des joysticks à effet. Alors, je ne sais plus le nom en français, mais c'est des joysticks améliorés qui n'utilisent pas la même technologie qu'on a actuellement sur tous les autres joysticks. Et en gros, ils sont beaucoup plus durables. Donc, ça peut être intéressant. Nous avons aussi le fait que maintenant, on a un autre connecteur pour la connexion de ces, justement, Joy-Con. Donc avant, ils se glissaient. Maintenant, vous pourrez juste les mettre par-dessus. Et on va le voir justement dans la vidéo. Donc là, c'est la version bleue, bien sûr. Voilà. Et normalement... Ah oui, il y a aussi une autre nouveauté assez étrange, c'est que vous pourrez les utiliser comme souris. Donc là, on le voit, ils le mettent sur la table. Et apparemment, on pourra les utiliser comme une souris. Et on voit même... bon, ça, c'est la lanière. Hein, c'est pas un câble d'une souris ou autre chose. Et puis, finalement, bien sûr, nous avons le moment où ils mettent les Joy-Con dans la Switch. Donc, il faudra voir la résistance, on va dire, si ça tient bien, si quand on tient, ça s'enlève pas trop facilement. Je pense que ça devrait aller. Et puis, de toute façon, les Joy-Con de la Switch 1 n'étaient pas non plus parfaits à ce niveau-là. Et voilà, ça, c'est la Switch 2. Il montre aussi un détail important, c'est qu'il montre un nouveau Mario Kart qui n'est pas encore sorti, qui n'est pas encore annoncé. Et beaucoup de gens spéculent sur le fait que cette vidéo ne devait pas sortir. Cette vidéo devait être certainement intégrée dans un Nintendo Direct qui allait sortir plus tard dans l'année, où ils annoncent justement un Switch 2. Sauf qu'il y a eu énormément de leaks, on l'a vu hein, sur la puce et sur le design de la Switch 2, et je pense que Nintendo, du coup, ou plutôt on pense que Nintendo est en mode « Ah, vous nous embêtez à demander des détails sur la Switch 2, vous avez leaké tous ces trucs-là, allez, prenez ce teaser qui faisait partie du Nintendo Direct et arrêtez de nous embêter. » Donc c'est certainement ce qui s'est passé. Il y a d'autres détails assez importants aussi. Donc là, on a le nouveau dock. Il y a d'autres détails assez importants sur le site Nintendo. Et aussi, il le disait un petit peu dans la présentation, il me semble. C'est ici, voilà. C'est le fait que les jeux Nintendo Switch de la première sont techniquement, physiquement les mêmes sur la Switch 2. C'est juste qu'ils ne peuvent pas garantir que tous les jeux de la première Switch seront supportés complètement sur la Switch 2. Ça, c'est un détail qui... Voilà, je me dis, quel jeu ne pourrait pas supporter juste une console qui est un peu plus puissante? Qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, j'espère que c'est juste, ils ont juste mis ça pour se protéger parce qu'il y a certains jeux très spécifiques où il y aura un problème. Mais j'espère évidemment que la plupart des jeux seront compatibles avec la Switch parce que là, bah, c'est mieux. Ça nous donne une Switch, comme vous pouvez voir, qui a un écran beaucoup plus grand. Alors ça, c'est pas la version OLED. Tenez-en compte, la version OLED a un écran déjà un peu plus grand aussi. Mais l'écran serait de 8 pouces. On ne sait pas si ce sera du OLED sur l'écran. Mais en tout cas, c'est plus grand. Donc, pour quelqu'un comme moi qui a des grandes mains, je peux dire que la Switch originale, on dirait un peu un jouet pour enfant. Alors que cette Switch 2, là, ça ressemble plus à une vraie console portable pour un adulte, en tout cas. Euh, je me demande aussi s'ils vont continuer de vendre la Switch 1. Peut-être qu'ils vont la vendre comme une version moins chère de la Switch 2. C'est tout à fait possible. Plus pour les enfants. Et puis, évidemment, la Switch 2, elle, sera plus puissante et tout pour ceux qui veulent justement une meilleure expérience. Maintenant, il faudra aussi voir si tous les jeux Switch 2 vont être compatibles Switch 1. Ça, c'est pas du tout garanti. Ensuite, évidemment, nous avons eu les tests de la RTX 5090 qui sont sortis. Donc, j'ai évidemment fait mon propre test qui est disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à le regarder pour voir mes full impressions sur cette carte graphique. Mais du coup, j'ai pu en profiter pour voir les autres tests depuis. C'est toujours intéressant parce que quand vous testez un produit comme ça, vous dites
est-ce que mes tests sont bons? Est-ce que j'ai bien tout vérifié? Parce que des fois, vous avez des jeux qui font des trucs bizarres au niveau des tests. Vous allez relancer un jeu, puis d'un coup, vous avez plus de performance. C'est assez étrange. Donc, il faut retester, revérifier les paramètres et tout. Ça prend pas mal de temps. Je peux vous dire que ce test est à 5090. J'avais déjà configuré la table de bench la semaine avant les sorties des tests. Et à partir de dimanche soir, parce que j'étais à Bruxelles, à partir de dimanche soir, j'ai commencé à la tester. Et j'ai fini mes tests mardi soir. Et puis j'ai tourné la vidéo le mercredi. J'ai même fait quelques tests supplémentaires le mercredi en réalité. J'ai filmé la carte et tout. Donc oui, ça m'a pris des jours pour faire ce test. C'est beaucoup de temps passé. Mais d'un point de vue financier, oui, c'est pas rentable de passer autant de temps. Mais pour moi, c'est important de juste faire ces tests parce que ça me permet de vraiment me faire mes propres impressions sur ces nouvelles graphiques, ces nouvelles technologies et de voir ce qu'elles donnent réellement. Mais bon, beaucoup de temps passé dessus, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à aller voir le test et peut-être laisser un petit pouce bleu. Merci d'avance. Dans tous les cas, j'ai pu voir aussi les autres tests. Je vous invite à regarder plus de tests parce que c'est toujours intéressant. Mais comme je le disais, c'est toujours bien quand les tests sortent. Je peux aller voir les autres tests et me dire hey, est-ce qu'ils ont trouvé les mêmes choses que moi? Ou est-ce que j'ai eu des problèmes ou autre chose? Et c'est assez intéressant de voir que oui, j'étais assez bien, on va dire, en ligne avec les autres testeurs qui ont trouvé à peu près les mêmes choses que moi au niveau résultat dans les jeux vidéo. Donc ça, c'est toujours intéressant. Il y a aussi du coup l'aspect DLSS 4.0 qui était c'est clairement le plus grand argument de vente de Nvidia pour ces RTX 5000. Donc DLSS 4, pour ceux qui se demandent, c'est une amélioration, une grosse amélioration d'ailleurs, de frame génération qui a été introduite dans DLSS 3. Déjà, il y a un nouveau modèle qui est utilisé pour DLSS qui améliore la qualité et qui est d'ailleurs disponible sur toutes les RTX. Donc ça, je vais faire une vidéo dessus. Il y a pas mal de gens qui étaient intéressés. Je l'ai un petit peu teasé de peut-être faire une vidéo dans la review. Et visiblement, ça semble intéresser des gens, donc je le ferai. Et du coup, vous avez ce nouveau modèle DLSS qui s'appelle Transformer, qui permet déjà d'améliorer la qualité et qui permet de justement régler pas mal de problèmes qu'on avait sur Frame Génération. Et puis, vous avez aussi des nouveautés derrière qui permettent de vraiment rendre possible le fait de générer plus qu'une image par IA, parce qu'avec Multiframe Génération, vous pouvez en générer jusqu'à 3. C'est-à-dire que vous avez une image native, 3 images par IA et puis une image native qui revient. Et du coup, dans mes tests, pour résumer très vite fait, la qualité est impressionnante, vraiment très impressionnante. Elle n'est pas parfaite, il y a toujours un petit peu de bugs, mais elle est très impressionnante. C'est surtout quand vous allez avoir de gros mouvements ou peut-être des hologrammes dans Cyberpunk. J'ai vu des reviewers justement montrer qu'il y avait des problèmes un peu avec les hologrammes. C'est là où vous aurez un petit peu des glitches graphiques, mais je dirais qu'on est à 99% de la qualité d'une image native, dans la plupart du temps. Des fois, oui, quand il y a du gros mouvement, là, ce sera plus 99%. Maintenant, le vrai problème de frame génération et du coup de multiframe génération, c'est toujours la latence. Alors, activer la technologie augmente à peine la latence, juste 2 millisecondes, ce qui n'est pas grand-chose en réalité, parce que bien souvent, dans beaucoup de jeux, vous allez avoir une latence totale entre le fait d'appuyer sur la souris et voir l'image apparaître. Des fois, ça va être 30 millisecondes. Hein. Donc, 2 millisecondes en plus, c'est pas grand-chose, mais le problème, c'est que la latence est la même que quand on joue. Donc, si vous avez 60 FPS dans un jeu avec DLSS super résolution, donc sans le frame génération ou le multiframe génération, si vous avez 60 FPS et que vous activez le multiframe génération, vous pouvez passer à 120, 180, même 240 FPS avec le mode x4, mais la latence reste la même, ou en tout cas légèrement supérieure de 2 millisecondes, comme j'ai dit, elle reste la même qu'à 60 FPS. Donc, ça veut dire que visuellement, c'est plus fluide, mais au niveau du ressenti, vous avez le même ressenti que de jouer à 60 FPS. Ce qui est assez étrange. C'est très étrange. Genre, vos yeux sont en mode « Oh, le jeu est fluide !» Mais votre cerveau est en mode « Oui, mais quand je bouge la souris, j'ai l'impression que le jeu tourne à 60 FPS. » Donc, c'est un peu étrange. C'est pas la meilleure sensation dans tous les jeux non plus. Quand vous avez plus de 60 FPS, je trouve que là, ça commence à devenir confortable et c'est même très impressionnant. Mais dès que vous dépassez, ou plutôt vous redescendez en dessous des 60-50 FPS surtout, ben, vous allez sentir évidemment, vous allez avoir la même latence que si le jeu tourne à 40 FPS ou 50 FPS et là vous le sentez. Parce que moi personnellement, un jeu qui tourne à 40-50 FPS, j'y joue pas. Je diminue les paramètres graphiques pour repasser au-dessus de 60 parce que c'est pas plaisant, c'est pas très plaisant. Donc moi ce que je vous dirais pour DLSS 4,
Et frame génération, si vous avez une RTX 4000 qui vont devenir meilleures du coup avec aussi le nouveau modèle Transformer, ce que je vous dirais c'est, regardez combien vous avez d'FPS dans le jeu. Vous avez 60 FPS, nickel. Jouez au jeu sans le frame génération. Est-ce que déjà au niveau de la latence, quand vous bougez votre souris, ça vous paraît déjà bon? Eh bien, nickel. Vous gardez les paramètres comme ça, vous activez peut-être le frame génération, et si vous avez une RTX 5000, ben, vous pouvez mettre x3, x4, et là, vous aurez plus d'FPS. Donc, au niveau du ressenti, en bougeant la souris, c'est toujours bon pour vous, mais vos yeux se disent « Ah, c'est plus fluide, c'est génial », et vous êtes content. Mais si vous êtes en dessous de 60-50 FPS, ça dépendra des personnes, il y a certaines personnes qui sont plus sensibles, mais si vous êtes en dessous de ça, et que vous, sans le frame génération, le multi-frame génération, vous sentez que ça, juste quand vous bougez la souris, ça ne répond pas aussi vite que vous le vouliez, ben, diminuez les paramètres graphiques. Essayez de repasser au-dessus des 60 FPS. Parce que si vous activez le multi-frame génération ou le frame génération, vous allez toujours avoir ce ressenti. Oui, l'image sera plus fluide, mais vous aurez toujours le ressenti. Donc, pour moi, c'est voilà, pas ultra plaisant. Et aussi, je conseille surtout dans les jeux solo, les grosses expériences solo. Là, je pense à Indiana Jones, Cyberpunk, ce genre de jeu, c'est là où ça colle le mieux. Les jeux multijoueurs en ligne, juste éviter. Moi, je ne conseille pas. Je pense un jeu multijoueur en ligne, il vaut mieux juste diminuer les paramètres graphiques, utiliser une plus basse résolution, essayer d'avoir un maximum d'FPS natif pour avoir la possibilité de bouger la souris. Quand vous bougez la souris, le clavier, et vous utilisez le clavier, vraiment, les actions que vous faites sont répercutées le plus vite possible et vous pouvez le voir sur votre écran. Donc voilà, c'est juste mon conseil perso. Et puis il y a aussi le fait que, évidemment, DLSS 4 n'est pas disponible partout. Le premier jeu DLSS 4 était annoncé, ce sera Cyberpunk du coup. Et normalement, tous les jeux Frame Generation, c'est-à-dire 75 d'entre eux, seront compatibles. Enfin, sont compatibles. C'est juste que le développeur doit mettre à jour la version DLSS qu'ils utilisent pour le supporter. Donc, c'est à eux de le supporter aussi derrière. Peut-être aussi rajouter des paramètres dans les options. Mais vous pouvez aussi le forcer dans l'application NVIDIA pour forcer à avoir justement le multi-frame génération. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Mais 75 jeux, c'est pas non plus énorme. Donc j'espère qu'ils vont en rajouter beaucoup plus. Et surtout les jeux qui en profitent le plus. Ah, aussi une autre petite news par rapport à RTX 5000 et qui ça concerne la 5080 et la 5090, c'est le fait qu'elles sortent évidemment le 30 janvier. Hein, c'est annoncé par NVIDIA. Et le truc, c'est que visiblement, il n'y a réellement pas beaucoup de stock qui serait disponible pour la sortie. Donc, si vous comptez réellement acheter une de ces cartes, bon, déjà, je vous dirais d'attendre tous les tests avant de vous décider, parce qu'on n'a pas encore les tests à 5080. Mais si vous décidez d'en acheter une, bonne chance, parce que visiblement, ça va être compliqué. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est évitez juste de les acheter à un prix abusé. Attendez. Visiblement, après quelques semaines, peut-être quelques mois, les stocks devraient s'améliorer. Et donc là, ce sera plus facile de les acheter. Mais moi, je vous le dis, juste attendez. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une nouvelle carte graphique dès qu'elle sort, absolument le premier jour? Je ne suis pas sûr. Aussi, un truc que j'aimerais quand même dire, pour ceux qui voudraient acheter une 5090, prévoyez d'avoir un bon CPU. Parce qu'il y a pas mal de tests qui montrent que vous pouvez vite être limité par le CPU. Moi, j'ai utilisé un 9800X 3D qui est un des meilleurs CPU possibles. Et même dans certains cas, vous pouvez limiter la 5090. En 1080p, totalement. Vous pouvez la limiter avec un 9800X 3D. Donc, prévoyez d'avoir un très bon CPU. Si vous n'avez pas un dernier Core i7 de dernière génération, Core i9, un des derniers 7800X 3D ou 9800X 3D, c'est peut-être pas un bon achat pour vous de prendre justement ce genre de carte, même si c'était, selon moi, pas un bon achat, quoi qu'il arrive, si vous voulez juste jouer à des jeux vidéo. Mais bon, je sais qu'il y en a qui vont être en mode « Oh, j'en ai rien à faire, voilà 2000 balles, je veux la meilleure carte pour les jeux vidéo. » Assurez-vous d'avoir mis aussi genre 600 balles sur un bon CPU avant. Parce que si vous avez de l'argent pour une RTX 5090, vous avez de l'argent pour un bon CPU. Aussi, un autre petit détail par rapport à la RTX 5090, ils ont aussi enlevé un truc qui, selon moi, est un peu étonnant. Normalement, sur les GPU, vous avez une sonde de température qui s'appelle Hotspot. Justement, dans mon test, on voit à un moment le hotspot de température de la mémoire qui est à 255 degrés. C'est parce que le capteur n'existe plus. Donc, cette valeur-là est totalement fausse. C'est juste le logiciel essaye de trouver une valeur, mais ça n'existe plus. Et c'est tout simplement parce que, oui, le capteur a été retiré. Ou en tout cas, ils ont retiré la possibilité de voir le hotspot temperature. Et le problème avec ça, c'est que c'est plutôt pratique pour identifier des problèmes avec votre carte graphique. Donc, si vous avez une puce mémoire qui chauffe, le hotspot pour la mémoire
ce que ça fait, c'est qu'il vous donne la température la plus haute d'une des puces mémoire. Donc, si vous voyez un hotspot qui est beaucoup plus haut que la température moyenne de toutes les puces mémoire, vous pouvez vous dire, hey, il y a un problème avec une des puces. Peut-être que le pad thermique qui est par-dessus est plus bon ou a bougé ou autre chose. Même chose avec le GPU, ça vous permet de voir là où c'est le plus chaud sur le GPU. Donc, des fois, ça arrivait que la pâte thermique sèche à un endroit du GPU et ça surchauffe juste sur le côté du GPU. Et du coup, la température moyenne est bonne, mais le hotspot vous dira, hey, là, il y a un hotspot à genre 100 degrés ou autre chose. Et là, ça vous permet d'identifier qu'il y a un souci. Alors, une des théories, selon moi, qu'ils ont retiré le hotspot, c'est que de toute façon, la version, en tout cas Founder Edition, il y a du métal liquide et tout ça, vous ne devez pas l'ouvrir. Il y a Gamer Nexus qui s'est amusé à l'ouvrir, mais franchement, ne démontez pas une RTX 5000 Founder Edition, c'est de la folie. Et du coup, peut-être qu'ils l'ont retiré parce qu'ils se disent, oh, bah, ça sert à rien de toute façon. Parce que même si tu vois un hotspot, tu vas la démonter. Peut-être, je ne sais pas trop. Mais une chose est sûre, c'est pratique en réalité d'avoir cette sonde de température. Donc c'est dommage qu'ils l'ont enlevé. Et ensuite, on a aussi un leak d'une potentielle RTX 5090 prototype ou peut-être c'est peut-être une RTX Titan Blackwell ou je ne sais quoi. Parce que cette carte, on peut le voir, elle est un peu différente. Alors, déjà, c'est un PCB qui ne ressemble pas à la Founder Edition. C'est un PCB plus classique avec le port PCI Express et tout. Et puis, on peut voir qu'il y a deux connecteurs 12 pins. Donc, ce design pourrait monter jusqu'à 800 watts. Il a 24 000 coups d'accord apparemment. Et ça utilise le même GPU que la RTX 5090. C'est, comme vous pouvez voir, le GB202-200. Donc, GB, le B, c'est pour Blackwell. Et justement, la 5090 utilise le 202-200. Donc, c'est pas le plus gros GPU Blackwell qui existe techniquement, mais c'est l'un des plus gros quoi qu'il arrive. Plus le chiffre augmente ici, pour ceux qui se demandent, plus c'est un petit GPU. Donc il me semble que le GB202-300, justement, c'est celui des RTX 5080 et ainsi de suite. Et du coup, là, on est sur le même GPU, mais on a plus de coups d'accord et on aurait même jusqu'à 32 Go de RAM en 32 Go bps. La 5090 utilise la version 28 Go bps de la GDDR7. Donc, c'est un prototype qui semble être complètement abusé en termes de spec. Là, on le voit justement par rapport à la 5090. On passe de 21 700 coups d'accord à plus de 24 500. On a toujours le même bus mémoire, même quantité de RAM, mais évidemment, la RAM est plus rapide. Donc, on a une bande passante qui dépasse les 2 Tera à la seconde. Et puis, évidemment, ces deux connecteurs 6 pins. Est-ce que cette carte était juste un prototype, comme il y avait eu un prototype d'une 4090 4 slots, qui étaient juste des tests de leur part, et c'était juste une 4090 ou alors, est-ce que c'est peut-être une indication qu'une RTX Titan Blackwell arrive? Ça pourrait être tout à fait possible. Ou même une RTX 5090 Ti. Même si, moi, la 5090 Ti, j'y crois moins. Mais une RTX Titan Blackwell, je pense que ce serait tout à fait possible qu'ils fassent ça. Mais bon, on verra bien. Une chose est sûre, c'est juste un leak. Donc, il n'y a aucune garantie que ce sera une carte derrière. Ensuite, on a des news sur les RX 9070 et 9070 XT. Il y a des trucs assez intéressants parce que, visiblement, le lancement de ces cartes devait être fin janvier. Mais il y a eu des choses qui sont passées. Il y a plusieurs théories là-dessus. Alors, AMD dit que le lancement n'était juste pas prêt. Et ils l'ont même dit dans une autre news où vraiment ils disaient on n'était pas prêt, on va prendre un petit peu plus de temps pour travailler dessus. Et elles arriveront en mars. Et la date de mars semble se confirmer. Donc, elles arriveront réellement début mars. Mais du coup, une autre théorie s'est faite aussi qu'il y avait un petit peu des problèmes de négociation sur les prix. Peut-être que AMD ne s'attendait pas à ce que la 5070 soit aussi peu chère en quelque sorte aux États-Unis parce qu'elle coûte 549 $, voilà. Et du coup, AMD aurait déjà vendu des inventaires de cartes à des partenaires et surtout des distributeurs. Et pour ceux qui ne savent pas, si, par exemple, Nvidia et AMD vont sortir une nouvelle carte graphique, elle va coûter genre 800 €. Bien, LDLC, rue du commerce, je sais pas moi, Megeko ou Pays-Bas, tous les sites qui achètent ce genre de pièces vont déjà acheter des inventaires avant la sortie, ce qui semble logique. Parce qu'ils doivent avoir des stocks pour la sortie. Donc, ils vont peut-être en acheter, je sais pas moi, je donne un petit chiffre pour que ce soit plus facile, ils vont en acheter 10. Donc, ça donnera un prix total de 8 000 €. Mais si la marque est en mode ouf, on s'est trompé sur le prix, 800 €, c'était trop cher, notre concurrent vient d'annoncer sa carte, elle est à 700 €. Eh bien souvent, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire une note de crédit. Ils vont dire oh, finalement, maintenant, la carte coûte 700 €. Les 10 cartes que tu as commandées, on va te rembourser la différence, tout simplement.
Donc ça, c'est souvent quelque chose qui se fait. Et apparemment, ben là, il y aurait eu des problèmes un petit peu parce qu'il y a des stocks qui ont déjà été achetés. Et réellement, il y a des gens qui ont vu des boîtes de ces cartes graphiques disponibles à des endroits. Donc, elles semblent être disponibles quelque part. Et donc, il y a déjà des magasins, des distributeurs qui en ont acheté. Et AMD a décidé de changer le prix pour le diminuer. Et du coup, il y a des tensions au niveau des négociations des prix parce que forcément, les distributeurs veulent récupérer la différence. Parce que imaginez acheter une carte 800 euros et puis AMD arrive et dit non, non, finalement, tu dois la vendre 600 euros. C'est le prix officiel. Et toi, tu es en mode mais je l'ai acheté 800 euros, rembourse-moi les 200 euros de différence. Donc, c'est un petit peu le problème qui se passe en ce moment selon certaines personnes. C'est pas garanti. Donc, moi, je dirais que ça doit être certainement. Je pense réellement que les cartes étaient juste pas tout à fait prêtes et qu'ils ont décidé de retarder le lancement. Mais du coup, ça a créé des frictions avec certains peut-être distributeurs qui avaient déjà reçu des cartes. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, et pour ceux qui se demandent pourquoi on savait que ça allait sortir normalement le 23, c'est le fait qu'il y a eu un post sponsorisé sur Reddit dans une autre langue qui a été traduit, qui dit que, hey, blablabla, jouez maintenant avec les RX 9000. Donc oui, très clairement, vu que ce post Reddit sponsorisé était déjà prêt, avait déjà été programmé, elle devait certainement sortir aujourd'hui, et quelqu'un a oublié de juste retirer la programmation de cette pub, ce qui est un petit peu ironique. Mais bon, bref, dans tous les cas, les RX 9000 arrivent début mars, en toute logique, et on verra bien ce qu'elles vont donner. Je suis assez impatient et j'espère réellement, j'espère énormément même, que AMD a travaillé et nous a donné une carte qui a, oui, des bonnes performances en rasterisation, mais aussi ils ont amélioré les performances en ray tracing, et surtout que FSR 4.0 qui arrive avec soit réellement meilleur en termes de qualité parce qu'ils en ont besoin. Là, je l'ai vu en testant la RTX 5090, il y a de plus en plus de jeux où le ray tracing, des fois, vous pouvez même pas le désactiver. Sur Indiana Jones, ce n'est pas possible de le désactiver. Vous avez forcément le ray tracing et après, ce que vous pouvez désactiver, c'est le ray tracing en path tracing. Donc là, c'est du ray tracing complet. L'entièreté des choses que vous voyez à l'écran, au final, est calculée avec du ray tracing. Et du coup, ça devient de plus en plus compliqué de savoir même si un jeu utilise du ray tracing ou si on peut le désactiver. Donc là, AMD doit clairement travailler sur les performances en ray tracing. Et s'ils n'ont pas fait bien leur devoir, ça va commencer à leur coûter cher, selon moi. Parce que là, ils vont commencer à perdre en performance dans les nouveaux jeux qui sortent où on peut même pas désactiver le ray tracing. Il n'y a plus une option raster, ray tracing. Non, tout est mélangé parce que c'est le futur aussi, le ray tracing. On le voit, c'est dans les consoles. Ça va certainement même être dans la Switch parce que la Switch 2 aura le matériel pour faire tourner du ray tracing. Donc, c'est là pour rester. Donc, si AMD n'est pas capable, avec cette nouvelle génération qui arrive maintenant, où c'est vraiment important d'y passer pleinement, ce sera une mauvaise nouvelle pour eux, selon moi. Ensuite, toujours des news au niveau carte graphique, parce que l'Intel Arc B570 est sorti aux États-Unis, en tout cas pour $219. Elle est aussi disponible en Europe et nous avons les tests. Et visiblement, d'un point de vue test, vous avez quelques tests ici sur justement Ars Technica, mais je peux vous dire que de tous les tests que j'ai vus, elle semble être proche au niveau performance d'une 4060, ce qui est pas mal. Mais aux États-Unis, elle est évidemment beaucoup moins chère qu'à 4060 parce que $219, c'est vraiment beaucoup moins cher. Mais évidemment, nous sommes européens. En tout cas, la plupart des gens qui regardent ces vidéos sont européens. Et là, le problème, c'est qu'en Europe, elle coûte 289 euros. C'est moins cher qu'une 4060, mais c'est pas non plus incroyablement moins cher. Il me semble même qu'elle est 4060 à 289 euros. 309 euros. Donc, oui. Je suis pas personnellement convaincu. La carte semble être bonne, mais le prix est juste un énorme problème en Europe. Donc là, j'ai juste envie de dire Intel, essayez d'améliorer la situation. Je sais pas, peut-être qu'ils perdent trop d'argent de toute façon sur les cartes et qu'ils les vendent déjà à perte aux États-Unis. Peut-être qu'ils n'ont pas décidé de les vendre à perte en Europe et qu'ils ont juste décidé de les vendre à perte aux États-Unis pour essayer de capturer des parts de marché. Je sais pas trop, franchement. Mais une chose est sûre, 289 euros en Europe, c'est serré comme prix et c'est discutable si ça vaut vraiment la peine par rapport à une 4060 ou juste attendre les 5060 et les autres cartes qui vont arriver bientôt, y compris celle d'AMD.
Et enfin, je voulais finir avec une petite news assez intéressante ce mois, c'est que vous avez les nouveaux processeurs qui ont été annoncés lors du CES pour les ordinateurs portables. Et un truc que je regardais, c'était les processeurs pour ordinateurs portables de chez Intel qui sont sortis. Donc, c'est les nouveaux Core Ultra de deuxième génération, du coup, mais pas les versions V. Les versions V, c'était vraiment pour les ultrabooks avec un TDP très limité. Ici, je regardais aux versions U qui ont toujours un TDP limité, mais aussi aux versions H et HX qui, eux, sont dans les ordinateurs portables gaming. Et un truc qui était assez intéressant, c'est que nous avons un des premiers processeurs Intel en Intel 3. Donc le Intel 3, c'est une lithographie, donc c'est un processus de gravure tout simplement qui semble être en 3 nanomètres, donc similaire à ce que fait TSMC. Donc Intel semble avoir rattrapé le retard au niveau fabrication de microprocesseurs. Pas entièrement, on ne sait pas encore la densité de transistors et tout ça. Peut-être que c'est pas le meilleur 3 nanomètres, parce qu'encore une fois, le 3 nanomètres, 2 nanomètres, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très, voilà, chacun a sa définition de ce que c'est un nanomètre, parce que ça peut être la distance entre 2 transistors, des trucs dans le genre. Voilà, c'est très discutable, mais une chose est sûre, Intel semble commencer à rattraper son retard et si réellement le processus de gravure Intel 3 est bon, ça pourrait être plutôt prometteur pour eux. Et du coup, nous avons aussi les autres processeurs. Alors vous allez dire, oh ben eux, les Core Ultra pour PC portable gaming, eux aussi ils sont en Intel 3. Eh ben non, ils sont en TSMC N3B, qui est du coup un processus de gravure en 3 nanomètres aussi, mais amélioré ici. Il me semble pas que ce soit exactement leur meilleur, mais il est meilleur que le premier processus en 3 nanomètres qu'ils ont sorti. Et donc, peut-être que ma théorie, c'est peut-être qu'Intel fabrique les versions U parce que c'est moins grave s'ils sont pas parfaits au niveau efficacité énergétique. Ou alors, en vrai, je sais même pas, parce que vous pourriez vous dire qu'ils garderaient le meilleur process pour les processeurs qui ont besoin d'être les plus efficaces au niveau énergétique, donc les versions U. Mais du coup aussi, peut-être pour les ordinateurs portables, gaming, ils veulent montrer qu'ils se sont améliorés, donc ils veulent le processus de gravure en test de chez TSMC. Je sais pas trop. Quelle est la logique de choix d'un ou l'autre processus selon l'un ou l'autre processeur? Franchement, c'est une bonne question et je suis pas sûr que quelqu'un trouvera la réponse. Mais dans tous les cas, je voulais faire noter ça, je voulais faire remarquer ça parce que ça veut dire que quand on aura des ordinateurs portables avec ces processeurs-là, on va enfin pouvoir voir ce que donne le dernier processus de gravure d'Intel. Donc, si on le compare notamment au Core Ultra 200V, qui eux sont faits par TSMC, ben, ça nous permettra de savoir si Intel a réussi à rattraper TSMC ou s'il y a encore du chemin à faire. Parce que normalement, c'est la même architecture, c'est juste un processus de gravure différent. Donc, ça nous permettra de savoir. Mais bon, à voir quand un de ces produits sera disponible. Et du coup, sur ce, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous laissez un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous laissez un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.